Eh bien, bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Nom d'un pipeline. Je suis aujourd'hui avec Jean-François Frézy. Salut Jean-François. Salut Julien. De quoi on va parler aujourd'hui? De CI/CD comme d'habitude. Toujours pas de DevOps parce qu'on sait toujours pas ce que c'est. Et de qualité logicielle. Je crois que c'est ton sujet. Donc on va parler de ça aussi aujourd'hui. Et peut-être qu'on va commencer par te présenter. Je te laisse faire le travail. Donc moi je suis Jean-François, je suis un expert en qualité logicielle et quality engineering. Je suis dans le métier depuis 20 ans maintenant et je suis un vrai passionné du sujet. Et donc forcément, ce sujet m'emmène vers des choses annexes, parce que la qualité est au centre de nos produits tech, donc du produit, de la CI/CD, du DevOps. Donc on peut en discuter de la vision, voilà, qu'on a trop réduit à l'outillage, de mon point de vue, comme plein de choses. Et donc moi, j'adore partager. Donc merci pour l'invitation, ça me permet de parler de mon point de vue et de De rien. confronter nos points de vue aussi. Et au quotidien, donc j'accompagne des personnes, des équipes et des entreprises sur la vision de leur organisation et de leur processus qualité, et aussi de leurs compétences. Parce que on peut avoir la meilleure ambition du monde, si on n'a pas les bonnes compétences au bon moment, ça va être compliqué de délivrer de la valeur de plus en plus rapidement avec un objectif de satisfaction client très important et donc de qualité qui est de plus en plus importante. Voilà, la qualité pour moi est au centre du développement des produits. Donc je le fais par trois biais qui sont les audits, la formation et le mentorat. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené là-dedans? Il y a une histoire particulière qui t'amène dans la qualité, ça m'intrigue. Alors j'ai commencé par l'autre côté de la pièce, la maîtrise d'ouvrage. J'étais chef de projet à moi quand j'étais basé Ok. sur Paris. Et, euh, et j'ai déménagé dans le sud de la France, sur Sophia Antipolis. Et c'était un peu plus compliqué de trouver ces rôles-là à ce moment-là, globalement. Et donc j'ai fait l'autre partie de la maîtrise d'ouvrage, donc la partie test. Et j'ai commencé dans le domaine aérien à valider les... Pour les gens, là, ça paraît évident, les billets électroniques, mais nous, on était en train de passer aux billets électroniques, donc j'ai validé tout ce qui était billets électroniques. Et puis, je me suis pris au jeu, j'ai bien aimé, et j'ai vu qu'il y avait un lien entre les deux, et j'ai décidé aussi de développer mon côté technique pour vraiment voir tous les prenants de la tech. Et j'ai basculé dans des missions de test de performance pendant un long moment. Et, euh, Ok. et voilà. Et puis après, j'ai vivoté, j'ai fait chef de projet, directeur de projet, tout en travaillant toujours sur mes expertises. Et, euh, et voilà, j'aime bien sortir de ma zone de confort et de voir un peu ce qui se passe autour, au-delà de mon domaine d'expertise. Je trouve que on fait des métiers passionnants où, quel que soit où on soit dans la tech, il y a des choses à apprendre et à rechallenger au quotidien parce que entre les nouvelles technos, les nouvelles méthodes de travail, il faut toujours se remettre en cause. Du coup, tu disais, t'as pas un background technique à la base en fait. Ah C'était plus si, sur le à la base, côté je suis quand même MOA. ingénieur électronique Ok. informatique. Si, si. J'ai quand même un background technique, mais j'ai commencé par ne pas Ouais. développer. J'étais attiré par le contact humain euh, et j'avais bien aimé le côté pilotage et recueillir les besoins pour qu'on ait les bonnes informations pour bien développer. Et c'est l'un de mes dadas, notamment quand on fait du shift left. On pense souvent au TDD, test unitaire. J'ai dit, ouais, mais ça sert à rien en fait si personne n'a compris l'exigence et qu'on n'est pas aligné. Donc, je pense que c'est l'essence même du BDD et donc du TDD de bien le faire dessus. Parce que j'ai aussi connu ce volet-là et je vois la difficulté de recueillir les besoins et de les retranscrire à une équipe. Moi, je l'ai fait à l'époque, c'était pas de l'agilité, il y avait encore moins de communication et de collaboration. Ok. Et du coup, tu fais ça comment maintenant aujourd'hui? Tu parlais un peu d'accompagnement, ça représente quoi pour toi? T'as une méthode de travail clé? C'est. Alors, oui, j'ai une méthode, pas, je sais pas, signature, mais moi j'aime bien m'adapter au contexte et en fait, et surtout aux compétences qui sont en face de moi. C'est ça mon challenge en fait, parce que on cherche tous le mouton à 5 voire 6 pattes aujourd'hui. Quand on va chercher quelqu'un dans l'assurance qualité, on va vouloir qu'il soit bon en méthode de test, qu'il puisse changer le développement sur le shift left, qu'il puisse changer les PO sur les PO, mais même sur les critères d'acceptation, sur ses US. Si possible, s'il peut aussi faire de l'automatisation et des tests de performance et voir un peu C'est pas mal l'accessibilité ça, ouais. et Tu l'as tout aussi ça ou pas? faire du test exploratoire. Alors moi j'ai la chance d'avoir touché à tout. Donc je dis pas que je suis un expert sur tout, mais j'ai eu de la chance
de faire des tests de performance, de piloter des forfaits sur du pentest. J'ai eu beaucoup d'automatisation et d'automaticiens. J'ai mis en place des sessions de tests exploratoires. Donc je vois les contraintes et j'ai eu la chance en 20 ans de voir des choses différentes. J'ai connu le cycle en V, j'ai connu l'agilité, la fausse, la vraie, l'agilité à l'échelle. Donc ça me permet de voir tout ce qu'il en est et d'où viennent les choses et pourquoi on doit le faire et comment on doit le confronter et surtout essayer des fois de déconstruire ce qui a été vendu marketingment parlant dessus. On peut parler du DevOps, où on a réduit ça à l'outillage, mais dans l'agilité, il y a plein d'autres pratiques qu'on a réduit. L'agilité, on a réduit ça à des réunions, à des cérémonies, alors que c'est l'excellence technique et la collaboration qui doit primer. Et le BDD qu'on a réduit au Gherkin, alors que c'est aussi de la collaboration. Bon, bref, il y a plein de sujets comme ça on va dans des facilités qui sont, tiens, c'est technique, c'est plus facile, c'est plus vendeur, mais au final, on passe à côté de l'essentiel, qui est de bien travailler tous ensemble et d'améliorer nos compétences à la fois techniques et méthodologiques, et qu'à la fin, un produit, quand il marche bien en production, c'est le succès de tout le monde. C'est pas juste les devs, juste les PO ou juste les testeurs qui n'ont pas trouvé d'anomalie, c'est tout le monde qui a travaillé dans le bon sens. Voilà. Quelle organisation, quelles compétences, quels outillages on met pour pouvoir y arriver. Et on le fait en général de façon itérative. On n'est jamais parfait du premier coup. Et d'ailleurs, on n'est jamais parfait totalement. On ne doit pas viser la perfection. Je pense qu'on doit essayer de viser d'être meilleur que le jour d'avant, globalement, et d'apporter continuellement de la valeur. Et voilà, il faut peut-être un peu lutter, de dire, tiens, je rajoute une stack technique en plus. Est-ce que j'ai besoin d'une machine à état, sincèrement, parce que c'est la mode du moment? Est-ce que j'ai besoin de mettre un fil Kafka, parce que tout le monde en parle? Est-ce qu'on ne se crée pas une complexité systémique et technologique et une dette qui n'en vaut pas le coup à date par rapport au nombre d'utilisateurs et ce qu'on a dessus? Et c'est tout ça, en fait, la qualité. C'est de faire les bons choix au bon moment sans tomber dans la hype. Et c'est pas facile, parce que la hype, elle vient tous les jours. Tous les jours, il y a des nouvelles techno. Tous les jours, il y a des nouveaux outils. Je crois qu'il n'y a pas une semaine où je ne découvre pas un nouveau framework de test d'automatisation. Ok. Et tu as une méthode particulière? Parce que du coup, là, j'imagine que tu dois pas mal challenger les équipes avec lesquelles tu bosses à chaque fois. Et comment tu fais pour arriver à les amener sur cette réflexion? Moi, je suis d'accord avec toi et je vois très bien de mon expérience où est-ce que tu veux les emmener en fait. Justement, un peu déconstruire ça et se focus plus sur l'existant, l'important, l'amélioration de la qualité et pas juste de jeter un nouveau type de problème en rajoutant de la techno ou en essayant de se disant le problème c'est le framework, on va changer de framework alors que c'est peut-être pas ça vraiment le problème. C'est ça. Et, c'est très facile et ce serait facile de dire tiens, j'ai un partenariat avec tel éditeur et je vais pousser pour le vendre parce que c'est mes intérêts. Moi, je pense que l'intérêt, ça doit être l'intérêt du produit, du projet. Et donc, il faut regarder plusieurs angles. Déjà, la culture d'entreprise. Si on a une culture très Microsoft et qu'on pousse un produit open source, il va falloir démontrer que ça apporte plus de valeur que l'habitude tous les ans de travailler. Les compétences qu'ils ont. Je vais prendre un exemple que j'ai vu très régulièrement. Maintenant, il y a beaucoup plus de frameworks, donc c'est un peu moins le cas. Mais souvent, quand on lançait l'automatisation des tests, les archis, les développeurs, les tech leads, ils poussaient pour Selenium, qui est un super outil. J'adore. Mais la question que je pose quand j'arrive, je dis qui va développer, qui va maintenir. Et si en face, je vois qu'il y a des gens qui ont 10, 15 ans d'expérience, métier, tests fonctionnels, qui n'ont pas de background technique, et on dit c'est eux, je leur dis l'outil est génial, mais c'est pas la bonne population. Donc c'est peut-être pas le meilleur outil pour eux. Parce que même avec la meilleure volonté du monde, ça demande beaucoup de compétences en développement et en maintenabilité pour pouvoir y arriver. Donc il faut peut-être choisir un autre outil ou changer sa stratégie de qui va développer et qui va maintenir. Voilà. Le meilleur outil va dépendre du contexte. Il n'y a pas c'est le meilleur outil, c'est la meilleure pratique. C'est quel est mon contexte, quelle est ma compétence. Et voilà. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention à la hype, parce que des fois on va dans un outil, parce qu'on en a vu, parce que Google l'a utilisé, et tout de suite après quand on doit recruter, on demande des gens qui connaissent cet outil-là. Mais il y a 30 personnes en France qui le maîtrisent. Ouais. Donc, au-delà que c'est difficile de trouver quelqu'un, il risque d'être très très cher sur le marché parce que c'est l'offre et la demande. Donc ça fait quoi notre stratégie aussi, si on veut scaler vite sur cette techno, pour pouvoir pérenniser ça? Parce que si on attend 8 mois pour trouver la bonne personne, c'est le projet qu'on met en difficulté. Ouais.
Ça sous-entend quand même que tu as une certaine typologie de clients, je pense. J'essaie d'imaginer dans ma tête les gens avec qui tu peux bosser, mais j'imagine que t'es sur une problématique de clients qui peuvent être assez. Genre des équipes assez, enfin, des projets des équipes qui sont assez gros, c'est sur des industries qui sont pas forcément des trucs hyper pointus technologiquement, mais qui ont besoin de faire des projets de manière assez classique. Et Ah ouais, ah oui, tout à fait. C'est souvent ça peut être des grands groupes ou des PME. Euh, Quand j'échange avec les startups, c'est d'autres problématiques. Par ouais, exemple, notamment avec le fait que maintenant il faut être de plus en plus rentable lorsqu'on va faire une levée de fonds. Qui dit rentable dit bah, quand j'ai des clients, il faut que je les garde. Donc il faut qu'ils soient satisfaits du produit ou du service que je vais avoir. Donc comment je garantis la qualité? On n'est plus sur allez, j'ai le MVP, il faut que je trouve que ça marche et j'ai mes premiers clients. Là, j'ai des premiers clients, il faut que je les garde parce que je dois démontrer que je vais être rentable. Et c'est souvent là que la problématique de scalabilité, de profil que je veux, est-ce que c'est quelqu'un qui va donner une vision, qui va être opérationnel, va se poser? C'est peut-être plus là que je vais aider sur du ponctuel, sur prendre des bons choix dans sa structure d'organisation, sur cette étape transitoire entre l'idée et le vrai produit, globalement. Ça va pas être le même accompagnement si j'accompagne des ouais. équipes en early stage ou s'ils sont en train de devenir une scale-up ou une licorne. Parce que c'est pas les mêmes tailles d'équipe, c'est pas les mêmes problématiques et c'est pas les mêmes organisations ni les mêmes moyens aussi, globalement. Ouais, clairement. Mais du coup, je remonte sur ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que c'est pas aussi un gros point, j'allais dire problème, mais c'est peut-être un problème, mais un gros point en fait, ou un gros problème de culture en fait de l'entreprise? Parce que j'ai un peu mon sentiment que j'ai, en tout cas en ingénierie, alors peut-être parce que je suis très tech et que j'ai toujours évolué dans un truc très très tech, mais j'ai aussi l'impression, et on en a parlé d'ailleurs l'année dernière dans les premiers épisodes de Non Blend, des gens qui étaient dans des organisations où il n'y avait pas de CI/CD. On a fait un épisode entier sur, bah en fait, il n'y a pas de CI/CD dans la vraie vie. C'est assez dur de trouver finalement plutôt des grands groupes en général, où la qualité est poussée et que du coup le côté CI/CD et l'automatisation des tests, etc. est poussé. Est-ce que c'est pas vraiment une culture d'entreprise au sens où tu vois la qualité comme un investissement à long terme? Tu parlais de rentabilité, mais justement, enfin, le concept même finalement de ROI sur tes investissements en termes de qualité. Est-ce que tu arrives à influencer ça finalement de ton expérience, hein, peut-être que ça fait longtemps que tu fais ça, dans des boîtes où la culture c'est de toute façon d'aller toujours au plus rapide, au plus jetable peut-être, Tout et à que c'est fait. la faute des devs et pas la faute des process, Alors, tu vois, c'est-à-dire qu'ils font jamais un bon boulot, mais en fait si tu leur donnes pas les 15, 20, 30% de temps nécessaire pour faire un test en plus, etc. Bah en fait tu te tires une balle dans le pied, mais c'est pas ta culture, donc ce qui est pas une bonne culture, mais est-ce que tu vois ce c'est genre de clairement pattern? un problème de culture et je dirais c'est aussi un problème de jeunesse. Et je parle pas des personnes, mais plutôt de la jeunesse de notre entreprise. La tech, grand public telle qu'on la connaît, ça a quoi? 25-30 ans. Internet, c'est 1996. 95, j'ai plus la date exacte. Quand on l'utilise vraiment tous avec AOL Ouais. chez nous, avec le modem qui fait le bruit. Globalement. Donc, regardez, je sais pas, le bâtiment, depuis qu'on construit des maisons, on a appris à construire des maisons. Il y a des gens, ils les construisaient sans base solide. Dès qu'il y avait un coup de vent, ça tombait. Aujourd'hui, on essaie de faire en sorte que lorsqu'il y a des grands ouragans, ça puisse tenir ou qu'il y a des séismes. On est dans des choses où ça a été normé, ça a été industrialisé et il faut démontrer, euh, rien que quand on fait un vélo, il faut démontrer la durée de vie moyenne et le coût de la maintenabilité. Voilà, je me rappelle quand j'étais en école d'ingénieur, on me parlait de MTBF, MTTR, quand je regardais tout ce qui était mécanique et électrotechnique dessus. Nous, dans l'informatique, même s'il y a des gens qui utilisent ça, c'est pas des obligations légales, c'est pas des choses où on doit être normé. Donc nous, on est la seule industrie où on peut construire un bâtiment à 2 millions d'euros et 2 ans après le raser pour refaire un autre produit. Donc on est jeune et en plus on a beaucoup de moyens. Donc Ouais. c'est pas aussi une contrainte financière énorme de recommencer. Parce que finalement, quand tu regardes les projets tech, notamment dans les plus grandes structures, on en fait 10, il y en a un qui va te rapporter. Google, combien de projets a claqué et qui n'a pas marché? Ils relancent les Google Lens. Ça a été un échec avant. Mm, Peut-être trop tôt, peut-être pas prêt. Voilà, peut-être un jour on sera comme dans Dragon Ball Z, on aura nos trucs, on verra tout ce qu'il il faut autour. Ça arrivera peut-être. Ou peut-être que finalement on n'est pas prêt à avoir tant d'informations devant nos yeux et que finalement, même si ça a l'air très sympa,
l'être humain est peut-être pas adapté à ça, ou on n'a pas trouvé la bonne solution pour que ça soit un plus pour les gens, globalement, par rapport au téléphone qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est pas évident, on a quand même oui, de la culture, mais on a ce problème d'avoir beaucoup de moyens et de se dire, on peut délivrer rapidement, rechanger et le faire. Et en fait, dès que ça se contraint, dès qu'il faut aller plus vite, c'est là qu'on va prendre des choix budgétaires, des choix de qualité. Donc pour l'instant, les choix budgétaires, c'est d'enlever la QA, d'enlever les gens. Oh, c'est bon, on a un pipeline, on n'a plus besoin des gens qui gèrent ça. Et on n'a pas transmis la compétence. Et c'est 6 mois après qu'on voit le coût en production, globalement. On voit que là, ça s'accumule. Il faut que le temps que les itérations aillent en prod et qu'on se remarque qu'on a créé un monstre. Et là, on commence à reprendre du budget pour dire on prend les bonnes personnes pour s'assurer que tout se passe bien. Ça se passe toujours comme ça. Moi, on m'a toujours dit. Ouais, ça veut dire tu le vois toujours ça aujourd'hui. C'est des cycles, hein. Tu vois. Là, ça revient de dire faut faire des économies. Ah, mais les développeurs, ils peuvent automatiser, ils peuvent faire les tests avec les PO. Donc on les enlève. Parce que ça se tend un peu et ça revient. C'est des cycles. Puis on voit que ça marche pas bien parce que c'est pas juste une question de dire ils peuvent faire un petit truc en plus, mais est-ce qu'ils ont eu la culture, la formation et les compétences? Tu vois, moi, je suis pas né testeur. J'ai appris certaines choses. C'est pas parce que tu sais automatiser un test que tu sais automatiser ce qui est pertinent et ce que tu dois vraiment vérifier qui va apporter de la valeur à l'entreprise. Parce que tu étais peut-être trop dans la tech pour la tech. Et le but, il ne faut pas oublier qu'on ne fait pas un produit pour se faire plaisir, mais à la fin, pour résoudre un problème d'un client et faire gagner de l'argent à l'entreprise. Parce que si le produit ou le service ne rapporte plus, mon projet va s'arrêter. Soit il y a d'autres projets et je bascule ailleurs, soit on me demande de partir, globalement. Donc, il ne faut pas l'oublier, ça. On ne fait pas de la tech pour de la tech. On fait de la tech pour délivrer de la valeur. Et ça reste qu'un moyen. Un super moyen. J'adore ça. Mais oui, je suis d'accord avec toi, si je reviens à ta question d'origine, c'est culturel et c'est même à l'école. Regarde, moi, le nombre de gens en école d'ingénieur qui sortent d'école d'ingénieur, qui ne savent pas trop exactement c'est quoi des design patterns, mais par contre, ils savent parler des derniers frameworks. Mais d'ailleurs, ils ne savent pas comment les mettre en place. Parce que les frameworks, ils ont facilité la vie aussi. C'est aussi des choses naturelles. C'est qu'on outille pour aller plus vite et pour qu'il y ait un plus grand nombre qui puisse avoir accès à la technologie. Le no-code va nous permettre de faire des choses plus rapidement qu'avant. Est-ce qu'avec le no-code, je peux faire une marketplace? Aujourd'hui, difficile, vu les interactions et toute la technologie qu'il veut mettre dessus. Est-ce que je peux faire un site vitrine et faire des ventes en ligne en tant que solopreneur? Oui. Avant, j'étais obligé de prendre quelqu'un de tech qui allait me développer quelque chose qui peut le faire. Aujourd'hui, je bosse deux jours sur un truc. Je prends mes Lego, je les assigne, un petit compte Stripe, et j'ai vendu mes produits et mes services sans être un grand fan de technologie, sans avoir géré de la maintenabilité et des bugs. Donc oui, nos métiers évoluent peut-être beaucoup plus vite que d'autres métiers parce que c'est... il n'y a rien de concret. Tout est dans le cloud, tout est dans des lignes de code. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de faire les choses le mieux possible. Donc culturellement, c'est vrai qu'il faut essayer de retravailler dessus. Nous, on a un métier. Je prends souvent la comparaison avec le maçon. On dit, nous, on a un métier. Si je compare au maçon, il doit faire un mur de 20 mètres de haut, 30 mètres de long. On lui dit, t'as pas le temps de vérifier l'aplomb et ses droits, on vérifiera à la fin. Il y a des chances qu'on casse le mur. Nous, c'est ce qu'on fait. On se dirait, ce qu'on fait dans la tech, on ne le verrait pas dans le monde réel. Mais pour les raisons que j'ai expliquées avant, ils font que c'est ça. Donc, je pourrais faire l'ayatollah, le chantre de la qualité et dire, oulala, c'est pas bien, faut pas le faire. La vraie question, c'est qu'est-ce qui est acceptable comme petit effort pour que chacun prenne en compte un peu plus la qualité et délivre le mieux possible pour se dire, en une fois, on a bien délivré. Tu vois, quand tu prends les métriques d'Aura, quand tu vois tout ce qu'il va y avoir autour des pipelines, il y a quand même ça qui se disent, le but, c'est de faire le moins de hotfix et le moins de fallback possible en production. C'est quand même des indicateurs qui démontrent qu'on est bon en termes de qualité. Mais ce que ne démontrent pas ces indicateurs, c'est est-ce que j'ai déployé aussi de la valeur. Si demain je mets 30 fois par jour en prod, mais que
je mets 6 mois pour délivrer de la valeur à un client. Est-ce que ça vaut le coup d'être allé aussi loin techniquement sans embarquer le métier? Ouais, après, c'est une question de ROI, mais euh, comment tu fais c'est quoi ta méthode miracle pour justement que ce discours fonctionne et changer le mindset finalement peut-être des équipes et aussi des responsables, parce que j'imagine que c'est Alors, aussi dans leur responsabilité j- tout à fait. de pas aller dans cette direction. J'ai plusieurs leviers cumulés qui doivent me permettre d'y arriver. Premièrement, quand on fait l'appel à moi, c'est que je vais avoir un sponsor. En général, c'est quelqu'un qui a du budget et donc en général qui a une légitimité. Il dit Alors déjà, on va essayer de ouais, mais s'améliorer. Déjà, euh, j'ai un appui, on va dire, un peu plus top management qui est intéressant mais qui n'est pas suffisant. Parce qu'après, il faut convaincre les gens au quotidien. Euh, et donc, la première chose que je dois lutter contre ce sponsor, c'est qu'il va me dire oh là là, ce projet, c'est les vilains petits canards. Eux, il faut les transformer. Si on les transforme eux, on transformera toute la boîte. Bon, moi je leur dis, j'ai essayé plein de fois dans ma vie, ça ne marche jamais. Dans 6 mois, on va se quitter, rien ne sera transformé, et certainement en disant, ça ne marche pas, ta méthode. Par contre, dans des projets, il y en a qui sont peut-être pas autant en péril, mais qui ont des difficultés, mais qui ont cette envie de faire mieux, qui vont être plus promoteurs, et qui vont me permettre d'avoir des premiers succès rapides. Et donc, on va faire des choses un peu mieux. On va avoir des satisfactions clients meilleures, moins de problèmes en production. On va peut-être délivrer un peu plus vite. Bref, on va définir des indicateurs qui vont voir, quand je suis arrivé au début, j'ai pris la photo, et 3 mois après, ce que ça a apporté. Une fois que j'ai des premiers succès, on va pouvoir essayer d'aller encore plus vite avec cette équipe et communiquer sur communiquer. Et que cette équipe communique aux autres équipes. Et en fait, parce que quand un dev parle à un dev, quand un produit parle à un autre produit, il y a l'effet miroir qui est beaucoup plus important que si c'est moi avec l'étiquette QA qui vais parler aux devs, euh, aux autres équipes produits. Et donc ça permet en fait de faire un mimétisme et de se donner l'envie. Et en gros, ça va mettre ceux qui n'avaient pas trop d'avis, qui deviennent un peu plus promoteurs et qui essayent. Et tes détracteurs à la fin, eux, ils vont se transformer. Soit parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que c'est devenu un objectif du groupe, soit ils le feront parce qu'ils auront, les autres ils ont réussi, pourquoi pas moi. Ou il y a ok. Donc, en une fait, dernière situation, c'est que des gens partent parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la vision. oui. Voilà. Mais c'est pas l'objectif quand même de faire partir les gens. Ça, c'est le pire cas de figure qui puisse arriver. Mais Ouais, bien sûr. c'est une réalité du management des projets, quels que soient les métiers. Du coup, ta méthode, en fait, là où la plupart des gens se diraient, ok, j'ai des équipes qui sont un bon exemple et des équipes qui sont très mauvaises et qui viennent te dire, bon, bah, c'est évident qu'il faut transformer l'équipe qui fait mal son travail, on a un nouveau modèle qui fait bien son travail. Toi, tu fais, non, on va prendre les bons, ils vont devenir encore meilleurs et excellents, et les autres, par contraste, vont être Alors, obligés, en fait, s'ils soit sont de vraiment très suivre. bons et qu'il n'y a pas de facteur significant d'amélioration, ça vaut pas le coup. C'est peut-être ceux qui sont au milieu et qui ont envie de se transformer. En fait, c'est surtout, je pense que, en fait, c'est de la conduite du changement. Et donc, si les gens, ils n'ont pas envie de s'améliorer, ils vont le changer. Et en fait, après, le facteur qui va être différenciant, c'est une équipe tech qui ont envie de s'améliorer sur le TDD. Donc, commence par là, ou c'est une équipe qui ont envie de s'améliorer, mais ils ont une dette technique trop importante. Donc, on va peut-être parler de tests d'intégration, ou ils ont une problématique de tests de performance, ou il faut automatiser des parcours critiques, et c'est possible de le faire, pour leur donner plus de sécurité avant une pré-prod ou une mise en prod. Et en fait, qu'est-ce qu'on va avoir comme petit pas qui fait que, tiens, on voit une anomalie bloquante avant la prod. Ce n'était pas le cas avant, ce type d'anomalie. Et comment on le fait, comment on le voit. Et en fait, c'est trouver les bonnes équipes qui ont envie. Il y a vraiment des facteurs de progrès qui vont être visibles. Et après, s'adapter à cette équipe pour dire par où je rentre pour pouvoir y arriver. Ok. Voilà. Et tu vois, si je remets un peu sur la partie CI/CD, tu vois, souvent quand on automatise, on se dit, tiens, il faut que j'automatise 50 tests, on va dire les front-end, prenons tout de suite la mauvaise pratique, ou même API. Et en fait, on attend d'avoir développé les 50 pour les mettre dans un pipeline. Mais du coup, souvent je le vois, ils développent, Ok. et C'est bizarre. Moi, je mettrais le premier, quoi. et en fait, dès le premier, il faut le mettre dedans. En fait, si c'est des devs, ils vont le faire. Si c'est des QA, Ok. ils vont avoir tendance à faire comme ça, à batcher et à le faire et à dire je te livre. Mais le problème, c'est qu'ils vont pas les jouer tous les jours. Donc, ils vont pas tout de suite voir. Premièrement, ils vont pas voir si en fait
ils ont des problèmes d'instabilité dans le flow, dans les jeux de données, dans leur code qu'ils ont fait pour se dire, bah tiens, je vais le faire. Le but, c'est d'avoir 50 tests et de se dire, allez, une fois par mois, j'en ai 2-3 à maintenir. Il ne faut pas que j'en ai 40 à maintenir quasiment tous les jours. Sinon, c'est un problème. Ça reste un projet de développement. Le but, c'est que ça tourne sans que tu aies besoin de le faire. Donc, si tu n'as pas ce feedback rapide et que tu n'as pas mis dès le premier script dans ta CI, tu te retrouves avec un effet tunnel où tu vas te payer une dette technique. Tu vas rajouter une dette technique à ton projet de dev dans l'automatisation. Ouais, mais est-ce que c'est pas aussi un problème d'organisation où j'ai le sentiment dans ce que tu décris, alors j'ai bossé il y a longtemps avec des équipes de QA et ça se passait comme ça et j'avoue que c'est un peu ce que tu décris, c'est que la QA, un peu comme dans ta métaphore du mur de maçon, c'est qu'elle est à la fin à chaque fois et que quand ce que tu décris, elle livre en fin alors qu'elle devrait être intégrée dans l'équipe de Elle développement. devrait être intégrée. Et j'ai envie de dire, quand on parle de test et d'automatisation, il faut impliquer toute l'équipe. Est-ce que le dev peut m'aider en partie de l'automatisation? Est-ce que c'est eux qui vont faire une partie du framework qui est plus facilement consommable? Et de le faire en même temps. On est passé du cycle en V où on avait des silos pour aller à l'agilité et être beaucoup plus collaboratif. Et on a fait des petits îlots où les uns travaillent à côté des autres. Le métier, il fait le métier. Le dev, il dev et le test, il teste. Donc on fait des mini-cycles en V. Et en fait, on n'a pas réussi à avoir cette culture agile qui dit bah, on délivre ensemble. Et voilà. Moi, je dis souvent à mes QA, bah, si vous n'êtes pas invité à une réunion d'un dev avec un métier, c'est que vous ne faites pas partie de l'équipe. Il y a un problème. Ouais, ça je pense, c'est un En vrai fait, il faut problème. vraiment faire partie prenante de l'équipe. Et souvent, moi, je dis, les gens me disent, je travaille en agile, je suis dans l'équipe QA. Je fais, bah, t'es pas dans l'équipe produit. Si tu es en agile, normalement, tu es dans l'équipe produit. Et en fait, c'est ça. On n'a pas encore fait, je trouve, entièrement le deuil du cycle en V. Et, euh, et c'est vrai qu'on revient au marketing et au final, les gens ils passent des certifications et finalement, quand on pose la question comment tu travailles en agile, ils te parlent de plein de cérémonies, mais ils Oui. ne te parlent pas de collaboration ni d'excellence technique. Globalement, ils te parlent de je fais des stand-up, je fais des poker planning et je fais des rétros. Oui, c'est un peu ce que on critique régulièrement aussi dans ce podcast sur le côté un peu, on se moque de DevOps et je pense que le côté Scrum et compagnie Mais qui est c'est pareil, devenu, c'est les mêmes biais c'est la même cognitifs qui chose. font qu'on va dedans. C'est que c'est plus Ouais. facile à dire qu'on est agile en ayant des artefacts faciles et mesurables. Ouais, bah oui, il te faut, oui, puis je pense que surtout plus les boîtes sont grosses, plus c'est des grands groupes, plus il te faut des sortes de frameworks, des méthodes appliquées partout pareil, etc. Et voilà, qui correspondent pas forcément au désir de chacun des équipes, à leur façon de travailler. Et je pense que ce que tu décris, ouais, dans le côté QA, je travaille beaucoup avec des équipes et même sur ce podcast, on en reçoit beaucoup de startups où il n'y a pas du tout ou très peu de QA comme ça, où en fait les devs font la QA, c'est le cas chez nous aussi par exemple, il n'y a pas de QA, le dev fait la QA et font les tests. Ça me paraît logique d'être dans ce mindset-là. Et ma seule expérience finalement dans ce que tu décris il y a quelques années dans une boîte assez grosse où il y avait un truc de QA historique, etc. C'était pas si mal dans le sens où il y avait un bon move qui avait été fait, c'était de mettre les ingénieurs QA dans les équipes, une sorte de squad en fait, cross-fonctionnel où tu avais des développeurs, du coup des gens de la QA, mais je sais que dans mon équipe, l'ingénieur QA qu'on a eu qui écrivait des plans de test à jouer à la main, on lui a appris Python, on lui a appris à écrire des tests automatisés. Il est devenu développeur et il écrivait des tests avec nous. Enfin, il écrivait les tests qu'on lui demandait de faire, mais au final, on lui a dit juste fais des trucs en Python. On l'a mis dans notre CI et arrête de faire des trucs à chaque release tous les 3 mois. C'est Parce que ça. nous, ça nous sert à rien en fait. Tu viens Mais 3 mois après nous dire qu'il y a un problème sur un truc qu'on a écrit il y a 2 mois. On veut le savoir en temps réel. Donc, écris les tests. Donc, il est devenu développeur Python et il a retrouvé dans son équipe de QA. Il a montré ce qu'il avait appris et il est devenu manager, formateur pour tout le reste de son équipe QA pour leur dire en fait, c'est comme ça qu'il faudrait qu'on bosse pour tous les projets parce que c'est vachement mieux. c'est Et ça me paraît c'est ce c'est que je naturel quoi. propose un peu en disant des rôles de devenir coach QA, quality advisor, Ouais. en disant, mais je dis, c'est pas fait à toutes les équipes de plus avoir de QA globalement, ou d'avoir des gens qui font que de l'automatisation. Ça marche bien, c'était une petite équipe de super bons qui à la fois pense technique et pense métier, et c'est une application en standalone. Tu vois, si en fait ta proposition de valeur c'est une architecture ultra distribuée avec 10 applications, c'est à un moment donné, il te faudra du test de bout en bout, il faudra quelqu'un qui fasse du test à la main, qui fasse quelque chose de plus rapide. Et il faut toujours quelqu'un qui puisse challenger. Donc c'est pas fait pour tout le monde. Et je me sais que les premières conférences où j'ai présenté des rôles où il y avait des équipes sans testeurs,
Dans ma communauté, on m'a dit, mais c'est pas possible. Je fais, mais en fait, Ok. tester, c'est pas forcément un rôle, c'est une activité, globalement. Ouais. Mais en fait, je dis, mais ce qu'il faut voir, c'est comment ces équipes y arrivent, pourquoi ils y arrivent, et dans quel contexte c'est pas possible de faire comme ils font eux. Et c'est un peu ce que je t'ai dit là. Et ça, c'est important de le prendre en compte, c'est s'adapter et de se dire, bah, des fois, on a besoin des gens qui vont faire du test manuel. Et il y en a plein qui te parlent de plus en plus de tests exploratoires aussi, c'est important, pour un peu sortir de, de ce que tu as l'habitude de tester, surtout quand tu fais beaucoup d'automatisation. Parce que sinon, tu testes toujours la même chose et tu sors pas des parcours de tes utilisateurs. Moi, ce que j'aime bien faire, surtout avec les apps mobiles, c'est facile, c'est que tu prends des gens qui viennent de différents services, qui sont pas forcément dans le test ou dans le développement de ton produit. Tu dis, venez entre midi et deux, on va donner des rôles avec des personas, on paye les pizzas, et vas-y, bah toi, tu as un Samsung, toi, tu as un tel téléphone, déjà, essayez d'installer l'application, vous voyez, ça n'a pas de problème. Toi, tu es plutôt B2B, toi, tu vas commander, je sais pas, des t-shirts, toi, tu es plus sur la gestion de euh, style Vinted, je vends des affaires d'occasion. Comment ça se passe? C'est quoi votre retour, votre expérience? D'une part, ça permet de voir des bugs que tu vois pas d'habitude parce que c'est quelque chose de très séquencé, comme si les gens ils allaient toujours d'un point A à un point B dans ton application. Alors, Ouais. c'est déjà beaucoup plus complexe, l'utilisation. Il bouge dans tous les sens, donc ça permet de voir des cas de figure que tu ne vois pas. Et ça te donne des feedbacks aussi d'impression d'utilisateur. Et de dire, je comprends pas pourquoi je suis obligé de passer par là. Et en fait, s'il y a un consensus et que tu as 10 personnes qui te disent ça, tu dis, bon, peut-être qu'on réfléchisse à la proposition de valeur qu'on fait dans notre parcours métier, parce que peut-être que ça donne trop de points de friction, trop de complexité pour aller jusqu'à la transformation et que la personne rentre sa carte de crédit, par exemple. Ouais, mais du coup, tu sors un peu, pour moi, du côté QA pour aller le côté product owner, en fait, finalement, où Oui, mais au je sais final, qui est, c'est pour eux, hein, mais je pense que c'est tu pour vas. eux. Comme je te dis, pour moi, l'AMOA et le test, c'est la même pièce, mais deux faces différentes. Donc les lieux sont très. Les deux sont extrêmement liés. Donc qui va porter ce sujet-là? Ça peut être les PO qui le gèrent. Moi, j'ai pas de problème. Une fois de plus, c'est une question de rôle. Tant que les choses sont faites et qu'on l'a défini dans notre stratégie de qualité produit, peu importe. Tu vois, C'est ce moi, que je je dis, lutte, tester, je c'est une lutte, activité, je c'est lutte pas un pour que rôle. la qualité et le test s'arrêtent d'être portés par le QA. Quand je dis vous faites une stratégie test, si vous la faites tout seul dans votre coin, s'il y a un problème en production, ça va être de votre faute parce que vous ne l'avez pas vu. Si vous le faites ensemble avec toute l'équipe, la problématique, c'est pas pourquoi tu l'as pas vu, c'est comment on fait pour que ça se reproduise plus. Le quoi plutôt que le qui. Et je pense que c'est les équipes agiles DevOps les plus performantes qui sont capables d'être dans le lean et de se dire on va accepter qu'il y ait des problèmes en prod, mais on va faire des feedbacks rapides et on va s'améliorer beaucoup plus rapidement que si on fait des choses sur des itérations plus longues et avec des risques moins importants parce que c'est des petites itérations et on peut corriger dans la journée, dans la demi-journée ou faire fallback dans l'heure qui arrive et du coup il y a beaucoup moins d'impact. Et ça c'est intéressant. Ouais. Tu parlais de culture et je pense que c'est cette mindset de le risque entre la surqualité quelque part et la prise de risque pour avoir un feedback rapide. Qu'est-ce que mon client, qu'est-ce que mon produit est capable d'accepter? Et on n'a pas tous la même acceptation. Parce que des fois, on a des normes qui nous empêchent de faire Oui. certaines choses. Et des fois, on arrive à un tel niveau de client que peut-être il y a certaines choses qu'on peut plus se permettre qu'on faisait avant. Parce qu'on n'a pas encore réduit une certaine dette technique architecturale qui fait qu'il faut qu'on fasse attention et qu'on peut peut-être pas aller aussi vite qu'on faisait avant parce que le business nous impose d'être un peu plus précautionneux parce que je dois lever des fonds, je vais rentrer en bourse, il faut bref, il va y avoir plein de trucs. Mais en Les fait, bonnes raisons. il y a plein de raisons et en fait, souvent on essaie de surprotéger nos équipes sur ces problématiques-là et du coup, ils ont pas les informations et du coup, ils peuvent pas prendre des décisions éclairées dans leur architecture logicielle, dans leur business au quotidien et dans l'apport de valeur qu'ils vont faire dans leur développement et dans leur pipeline. Et c'est dommage, c'est pas enfin dans la tech, on n'est pas des enfants, je pense qu'on peut tous comprendre ça. Et plus on a d'infos, plus on peut aider l'entreprise et le projet à prendre des décisions beaucoup plus éclairées et peut-être proposer des choix que la direction n'avait pas anticipé et qui vont aider à aller encore plus vite pour pouvoir atteindre un objectif qu'on arrivait avant, mais qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus compliqué pour différentes raisons de pouvoir encore atteindre cette vélocité-là. Hmm. Non, non, je suis d'accord avec toi. C'est intéressant. Tu me fais penser à un sujet, j'ai envie d'apporter ce sujet avec toi.
Tu parlais de tester c'est une activité, que c'était pas un rôle et tout, et je trouve ça assez intéressant. Et tu parlais, ouais, pourquoi pas utiliser des gens, même externes au projet ou autre, pour tester. Mais alors, qu'est-ce que tu penses de l'IA dans les tests finalement? Est-ce que ça va nous sauver ou pas? Bah, c'est comme l'IA dans le dev, est-ce que ça va tous nous remplacer? Peut-être un jour, à date, ça nous permet d'être plus productifs si et seulement si. Déjà, on connaît vraiment les meilleures pratiques de méthodologie de test et de développement. Et si on sait prompter. Globalement, ça te permet de... Voilà, si tu dois rédiger des cas de test ou écrire une stratégie, ça va t'écrire. Ça va bien te l'écrire sans faute, plus efficacement. Tu vas être plus guidé et ça va le faire. Mais tu vois, il y a encore... C'est un peu moins le cas, mais je reprends l'exemple du BDD. Euh, mais en fait, la plupart des articles sur Internet mettaient le BDD avant au début avec le Gherkin. Donc, le maximum des articles qu'on avait, c'était BDD égale Gherkin. Maintenant, c'est mieux. Je pense qu'ils ont réussi à affiner pour essayer de voir la meilleure pratique. Enfin, le LLM, c'est comme un enfant, hein. Si tu le mets, ton enfant, dans des films d'horreur dès 8 ans, il y a des chances que ça en fasse quelqu'un de compliqué. Tu vois, Mhm. donc en fait, si tu lui dis toujours une mauvaise pratique, il va faire cette mauvaise pratique de façon massive. Alors que si tu le mets sur une meilleure pratique, peut-être qu'il y a peu de gens qui le font, ben, il va peut-être avoir plus l'habitude de faire cette meilleure pratique. Donc il se nourrit, mais il se nourrit forcément des informations qu'on lui donne le plus. C'est-à-dire qu'on regarde dans le tech, les meilleures pratiques ne sont pas rarement Ouais. tout le temps mises en place. Donc forcément, il y a encore les biais qu'on a sont reproduits là-dedans. Donc on n'a pas encore ça qui est magique. Et puis voilà, moi je vois dans l'automatisation, on prend l'exemple d'une marketplace et quand c'est des choses extrêmement compliquées, qui trouve intelligemment un locateur, c'est difficile. C'est déjà difficile à la main, mais alors avec une IA, c'est pas encore facile, sauf si les devs ils ont mis une référence statique qui permet de le retrouver globalement. Mais il y a plein de choses qui sont compliquées. Mais il y a des projets très intéressants quand même. Je parlerai d'un projet que je regarde de près, qui est Gravity de Smart Testing, une boîte française basée à Besançon, qui s'est basé sur une recherche, un groupe de recherche mondial qui s'appelle Philae, et en fait qui veut se baser sur les logs de production pour voir les Mhm. parcours des utilisateurs réels, voir lesquels sont plus utilisés, donc avec des vrais parcours, donc avec aussi les bizarreries qu'ils peuvent faire, et éventuellement ben, créer des cas de test et accélérer l'automatisation en le faisant automatiquement. Donc c'est super intéressant. Donc voilà, une boîte française qui fait un truc super bien à essayer. Voilà. Si vous ne connaissez pas, allez voir le site de Smart Testing. C'est une promo totalement dénuée. Je n'ai aucun intérêt dans cette entreprise. Mais globalement, voilà. Intéressant. Non, mais ils ont fait. Voilà, il y a des projets très intéressants, que je trouve, qui émergent. Euh, ça va nous changer la vie. Aujourd'hui, ça remplacera pas ni un dev, ni un testeur pour faire quelque chose dans un environnement complexe. Ce qui est sûr, sur des choses très basiques, très faciles, il y aura peut-être des arbitrages qui seront faits à court moyen terme. Mais aujourd'hui, je pense pas que ça nous remplace à date, hein. Mais ça peut aller très vite. Là, ils disent dans 2 ans, tout va encore changer. Ce qu'on ne sait pas, c'est le vrai coût des LLM dans 2 ans. Là, je crois qu'ils perdent Ouais. 1 milliard par an, PNI, ou même plus. Euh, Est-ce qu'on continuera à payer que 20 dollars par mois? Oui, bon après Est-ce que ça. quand ce sera 2000 dollars par mois, il y aura autant de projets, autant de gens qui vont l'utiliser? Moi, je ne Ouais, sais bon, pas. après, comment on dit? La poussière n'est pas retombée encore pour l'instant, donc c'est sûr que c'est difficile de savoir de la vitesse Mais c'est d'évolution. comme tout, il faut regarder, il faut essayer, il faut se faire son avis. Je pense que le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de tout essayer. Ouais, ça après, oui, c'est. Et voilà, c'est le mot magique IA pour vendre des solutions quand on est éditeur logiciel. Donc, des fois, c'est que de l'algorithmie, donc ça me fait un peu rigoler. Ça, oui, ça c'est un truc classique, ouais. Je suis assez d'accord avec ça. Il y a beaucoup qui mettent IA, etc. sur des choses qui sont, Ah, ne mais sont pas. aujourd'hui, même des ESN avec qui je parlais, ils me disaient, ouais, quand on fait de l'innovation, il faut qu'on dise IA parce que c'est ce que attendent les clients. C'est leur problématique.
Donc c'est vrai que voilà, c'est Ok. c'est la hype, il faut faire avec, mais après c'est une hype qui va changer notre vie, hein, celle-là, globalement. Je pense que oui, pour le coup, ça va être un gros changement. C'est pour ça que je voulais avoir ton point de vue sur ce côté-là. Et j'aurais une dernière, je pense, question pour toi, en fait, sur le côté. En fait, tout à l'heure, tu décrivais un peu le parcours. Alors, peut-être que tu peux parler de ça dans le contexte de tes dernières expériences. Je sais pas, ce sera intéressant de savoir si tu as des anecdotes marrantes là-dessus. Mais est-ce que tu as vu des succès et ou des échecs, en fait, sur justement des boîtes? J'ai tendance à dire que la culture, les changements de culture sont très difficiles à faire quand ça vient d'en bas. Et je me dis, toi, tu bosses avec des équipes dans un contexte, surtout dans les grands groupes, où tu peux changer une partie en fait d'une équipe, des équipes peut-être, si tu arrives à avoir suffisamment d'influence et que le changement fonctionne. Mais finalement, c'est quoi un peu ce taux de succès Est-ce que tu as un bon taux de succès? Après, toi personnellement, je veux dire, mais dans les Non. changements, est-ce que tu vois des influences sur le long terme, sur les changements de culture finalement et de pratique? Ou est-ce que tu dois lutter à contre-courant sur du marketing à base de Scrum et de DevOps partout? Alors, c'est pas évident parce que déjà, t'as un biais quand t'es dans quelque chose où t'aides les gens, t'as l'impression que tout le monde s'améliore. Euh, J'en parlais, ouais, je sais plus, il y a 1 ou 2 ans avec Cédric Mine de Promise, ça s'appelle plus comme ça maintenant, qui me parlait côté craft qu'il avait ces mêmes problématiques. Il avait l'impression que tout le monde, de plus en plus, des gens faisaient du craft et mettaient des bonnes pratiques parce que forcément, il a une solution pour aider là-dessus et qui disait, Mhm. mais en fait, dans la réalité des faits, c'est c'est encore très peu de projets qui font ça réellement. Et ouais, donc il y a ce biais un peu de. On a toujours l'impression que tout le monde va essayer de faire les meilleures pratiques parce que on en parle tous les jours et il y a des gens qui nous parlent de ça. Je prends un chiffre, c'est que je sais plus de quelle étude j'avais vu, c'était une étude qui date d'au moins 2 ans, mondiale, qui disait que 64% des projets d'automatisation sont des échecs. Automatisation Ok. des tests. Ce qu'il faut voir, c'est que la plupart des gens se lancent sans stratégie et pensent que un framework a un outil, avec un gars qui connaît à peu près l'outil, c'est la solution à tous les problèmes. C'est voilà. Si tu as une Ferrari mais que tu sais pas la conduire, ça sert à rien globalement. Et peut-être que tu as pris une voiture qui est peut-être trop chère par rapport à ton projet aussi. Ou des fois, tu vois, si je prends le cas où je dis, bah, voilà, la Ferrari, c'est mon automate et mon testeur manuel, allez, c'est une Peugeot 208. On se dit, en théorie, ça doit aller plus vite. Mais si je fais la course sur un circuit de Formule 1 ou une autoroute, à une autobahn allemande, parce qu'il n'y a pas de limitation, il y a pas match. Mais par contre, si mon infrastructure et mon combat c'est sur une route de montagne avec des trous et toute cabossée, il y a des chances que ça soit la Peugeot qui gagne et pas la Ferrari. Et en fait, souvent, on oublie qu'il faut une infrastructure, il faut des prérequis pour que tout se passe bien et que ça ne sert à rien de dépenser 100, 200, 300 000 euros si on ne se rend pas compte de tout ça. Donc ça, c'est encore des problèmes que je vois très régulièrement. Et c'est finalement toujours culturel et toujours, on veut essayer d'aller vite avec une solution magique. C'est paradoxal parce que c'est des projets de dev avec des gens qui gèrent de la complexité systémique au quotidien, mais dès qu'on parle de test, il n'y a plus cette même logique des fois. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Tu vois, c'est un biais culturel encore que je vois encore le plus souvent. Et une toute autre petite anecdote que je peux te donner, c'est que, tu vois, régulièrement, je te parlais de Selenium ou de Robo Framework, c'est quand même des outils qui ont plus de 20 ans. Ouais. Et ben, on met encore 2 3 jours à les installer des fois. Avoir le bon WebDriver, tout ça, on peut pas le gérer, tu vois. J'ai fait une conférence l'année dernière avec la Paris Test Conf, on se disait, bah, c'est dommage, et aujourd'hui on a plein d'outils, notamment les outils du DevOps, j'avais dit, qui peuvent nous aider là-dessus, et disait, ben, on peut utiliser les dev conteneurs pour pouvoir avoir une image qui permet d'avoir... en gros, tu as un PC un peu puissant quand même, tu as un accès à Git, tu as ton image, tu la prends, et 2 heures après, tu travailles dessus, tu es capable de faire pull request, merge request, changer des choses, voir ce qui se passe dans le code. Et tu es sûr que tout le monde travaille de la même façon. Il n'y a pas ça marche sur mon PC mais pas sur le tien, ou ça marche sur la pipeline mais pas chez moi, etc. Parce qu'on va avoir tous la même image, de pouvoir le gérer. Et c'est un peu dommage. Après, voilà, là c'était teinté DevOps, on peut le trouver avec d'autres solutions packagées qui permettent de le gérer. Mais c'est quand même dingue qu'on n'arrive pas à industrialiser des solutions comme ça
dans la plupart des boîtes et on perd du temps. Et les gens ils disent ouais mais attends, je vais pas lui payer un PC à 2005 ou 3000 euros, ça coûte trop cher. Je sais mec, il a mis 5 jours à 500 euros la journée à réussir à lancer un test. C'est rentabilisé au bout d'une semaine ton investissement. Ça n'a pas de sens ce que tu me dis. Mais voilà, une fois de plus, c'est que des fois, on ne regarde pas on parle en coût et pas en invest, souvent dans la tech. Ouais. Et on ne voit pas les coûts cachés. Le coût de la qualité, le coût du bon outillage, le coût de la bonne compétence aussi. Parce que souvent, on va chercher la compétence à l'extérieur plutôt que de former des gens chez nous pour qu'ils aient la compétence, parce qu'on veut aller plus vite. Mais en fait, comme on a mis 8 mois pour trouver cette bonne compétence, en 8 mois, on aurait peut-être pu tendre vers cette compétence si on avait formé les gens avec des formations, du coaching, du mentorat et des choses comme ça. Je pense que le problème que tu soulèves, qui est aussi lié au problème de compréhension du ROI, du retour sur investissement, c'est un problème qui n'est pas forcément lié à ce monde-là, mais qu'en ingénierie, je rencontre assez souvent dans les conversations. Donc, mais clairement. Et puis, des fois, les gens, ils n'ont pas la bonne définition du ROI. Tu vois, souvent, les gens, ils me disent, avant, on mettait 2 jours pour faire ces tests-là, maintenant, on les fait en 2 heures. Et je dis, ouais, mais combien de temps vous avez mis pour développer les tests et pour les maintenir? C'est ça, quoi. Et des fois, les gens, ils me disent 1 an. Je fais, mais tu te rends compte qu'il va te falloir 3 ans pour rentabiliser ton investissement. Et dans 3 ans, et je sais pas si ton projet va encore durer 2 ans. Ouais, c'est ça. Je fais, en fait, pourquoi on n'a pas mis un contrôle de l'investissement? On peut quasiment tout automatiser. Techniquement, tout est possible. Mais à quel prix? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et on se lance dans des projets, voilà. Quand on a mis 1 an et 3 personnes dessus, sans coût de licence, c'est facile, 300 000 euros le billet, quoi. Non, mais ça va vite quand même pour une boîte. C'est clair. Donc, mais tant mieux, ça crée de l'emploi. J'ai envie de dire, c'est bien. Tant qu'il n'y a pas de problème d'argent dans notre industrie. Ouais. À court terme, c'est bien. Peut-être à long terme, c'est moins bien. À long terme, ça va se professionnaliser. Il y a plein de choses qui s'améliorent. Voilà, on voit plein de choses. Moi, tu vois, il y a plein de gens qui me disent ouais, la qualité c'était meilleur en cycle en V qu'en agilité. On pousse l'agilité pour aller plus vite sans qualité. J'ai vu tellement de projets de cycle en V qui étaient une catastrophe en termes de qualité que je suis. Je pense que ça dépend dans les projets dans lesquels on est et la motivation des gens globalement. Mais c'est vrai que voilà, j'ai eu de la chance de travailler avec des projets très haute qualité. J'ai vu des gens dans d'autres projets où c'était le cadet de leurs soucis. Il faut quand même essayer de les accompagner et dire comment vous pouvez améliorer les choses. Et est-ce qu'ils ont envie d'améliorer les choses? En fait, tout dépend de ça. S'ils n'ont pas envie, c'est pas grave. Il y a d'autres projets. Tu vas accompagner d'autres projets. Tu changes de boîte, tu changes de projet. On est dans un marché de l'emploi qui, même si un peu plus tendu, peut nous permettre d'être plus fluide et travailler dans des conditions qui nous paraissent les plus adéquates à ce qu'on veut faire au quotidien. Ouais, mais oui, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Je pense que ce sera un beau mot de conclusion de voir que effectivement tu peux améliorer les projets si tu en as envie, mais si tu veux les laisser comme ça, t'es pas obligé. Après, personne t'oblige, mais du coup c'est ton boulot de faire ça, de les amener vers faire mieux. En tout cas, merci beaucoup Jean-François pour tout. J'espère je pense qu'il y a pas mal de petits hints, de petits astuces pour que les gens qui sont confrontés à ce genre de problématiques pourront peut-être même te solliciter si tu as d'autres conseils à leur donner directement sur comment faire la conduite du changement. Je pense que c'est un peu de ça dans tout ce que tu décrivais et c'est un gros sujet. Qu'ils hésitent. Et bien, ok, merci beaucoup Jean-François. Merci Julien.